Et donc, on va passer au deuxième volet de cette conférence avec l'optimisation de l'énergie dans le bâtiment. Et donc, je donne pour ça la parole à Jean-Michel Devezat, donc également membre de notre conseil d'administration, président de la commission Services, Énergie et Territoire bas carbone, pour faire le petit mot d'introduction. C'est à toi, Jean-Michel. Merci Jean-Luc. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, absolument. Bon, parfait. On peut y aller. Voilà, donc eh ben, écoute Jean-Luc, merci. Donc après ces excellentes présentations là qui étaient très, très complètes, moi le sujet que je souhaite partager avec vous, c'est celui qui consiste à économiser l'énergie. C'est normal. C'est un peu mon métier de base. Et plus précisément, à voir comment on peut décarboner, réussir la décarbonation dans le bâtiment. Donc, je vous propose 5 planches à partager. Alors, le point de départ, je pense que c'est important de démarrer par ça, c'est celui de la stratégie nationale bas carbone. Donc, si vous regardez sur le graphique du bas, et c'est un rappel qui me semble important, en fait, l'objectif France, c'est de décarboner l'ensemble de son économie. Et en fait, il y a trois grands volets. Il y a un volet qui est sur les transports, vous voyez tout ce qui est en rouge, hein, qui est essentiellement lié aux produits pétroliers. À décarboner l'industrie, qui est également un très gros émetteur de gaz à effet de serre. Et on voit beaucoup de produits pétroliers, charbon, gaz également. Et puis le dernier point, et c'est celui qui fait l'objet de notre intérêt aujourd'hui, c'est celui du bâtiment, hein, dans les différents secteurs et compartiments, avec notamment la partie chauffage ou chaude sanitaire. Donc tout ça, bien sûr, c'est en lien direct avec la lutte contre le réchauffement climatique et la feuille de route nationale, feuille de route France, qu'on appelle la SNBC, c'est clairement la feuille de route de la France pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors elle est très ambitieuse, cette feuille de route, mais nous n'avons pas le choix face à l'urgence climatique, c'est qu'on vise la neutralité carbone du territoire français en 2050, ce qui correspond à une division par 6 des émissions de gaz à effet de serre par rapport à une année de référence qui est l'année 1990. Alors si on zoome sur le domaine du bâtiment, il est toujours important de voir comment on se situe là-dedans. Le secteur du bâtiment, il est à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre, hein, grosso modo. Il correspond à la moitié de la consommation d'énergie. Et en matière d'importation de combustibles fossiles, hein, pétrole et gaz, ce sont 15 milliards d'euros importés chaque année. Alors, pour avoir une idée de l'enjeu qui nous attend par rapport à cet objectif de décarbonation du bâtiment en 2050, il faut regarder le graphique d'en bas. Et donc, sur la partie qui est ici de référence, entre guillemets, en 2015, on est autour de 90 millions de tonnes de CO2 équivalent. L'objectif, c'est de passer à 5 millions de tonnes en 2050. Donc, comment passer de 88, 90 à 5 millions? C'est ça tout l'objectif qui est assigné dans la SNBC, en particulier sur le secteur du bâtiment. Alors, comment s'y prendre? Sur quel levier peut-on agir? Alors, un certain nombre ont déjà été mentionnés, notamment dans la présentation d'André là, sur les matériaux. Moi, je vais me focaliser sur la partie plus énergétique. Donc, le premier point et la première grande orientation, c'est évidemment de substituer dans ce secteur les énergies fossiles, donc le gaz, le fioul, par les énergies décarbonées. On pense à l'électricité en réseau, qui, du fait de notre mix électrique français, est bas carbone, très bas carbone aujourd'hui, de s'appuyer sur des réseaux de chaleur qui sont à base d'énergie renouvelable et de récupération. Et puis, bien sûr, quand on l'a, la géothermie ou sur des sources, on verra un petit peu après, d'autoconsommation, et notamment on pense au photovoltaïque. Donc clairement, c'est ça. Premier point, c'est substituer les énergies fossiles par ces vecteurs différents qui tournent autour de l'électricité. Dans le secteur du bâtiment, de grosses mottes à attaquer. Évidemment que la partie la plus importante, c'est celle du parc existant. Et donc là-dessus, il y a un enjeu à une forte accélération du rythme et de la qualité des rénovations dans le logement. Et donc c'est comment passer de 500 000 à 700 000 logements rénovés dans ce secteur de l'existant. Et puis également sur les bâtiments tertiaires qu'il ne faut pas laisser de côté et qui sont une cible très importante.
Donc, grosso modo, c'est 40% de la consommation d'énergie du secteur en 2050 qu'il va falloir baisser par rapport à 2020. Du côté du bâtiment neuf, et ça a été un petit peu évoqué dans les interventions précédentes, alors, bâtiment neuf, c'est 1% du parc total, mais néanmoins, c'est important, c'est un flux et c'est une manière de voir les choses qui est importante. Et bien, tout ça doit se traduire par des niveaux de performance qui intègrent à la fois l'énergie, ça on connaissait bien dans les normes précédentes, dans les RT précédentes, le kilowattheure par mètre carré, mais également l'empreinte carbone, donc l'empreinte CO2 par mètre carré. Tout ça étant fixé par notamment la réglementation de la RE 2020 avec des seuils à respecter, donc il faut se situer en dessous de ces seuils. Autre levier important, c'est celui de l'efficacité énergétique des équipements. Et là-dessus, on peut dire que les équipements ont tous énormément progressé. La question des labels énergie. Donc les gains de consommation unitaires selon les appareils varient de 15 à 60% entre 2020 et 2050. Donc il y a encore un objectif très important et un chemin à parcourir significatif. Et puis enfin, la sobriété, la performance dans les usages, et on pense notamment au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire. Et là, j'ai envie de dire qu'il y a une autoroute sur le développement d'une filière qu'on espère française, en tout cas franco-européenne, de développement des pompes à chaleur. Clairement, l'avenir est à la thermodynamique et à la pompe à chaleur. Donc voilà un petit peu les ingrédients qui constituent sans aucun doute les leviers sur lesquels on peut agir. Donc, ces fondamentaux étant exprimés, le sujet qui fait l'objet des deux planches qui suivent, c'est finalement le rôle du consommateur, le nouveau rôle du consommateur, et puis l'émergence des réseaux électriques intelligents ou des réseaux énergétiques intelligents. Alors, sur le premier point, effectivement, le consommateur, ça a sans doute été dit, mais c'est important de se rappeler, il y a une modification substantielle du rôle du consommateur. Et il est la clé de cette sobriété, de cette transition énergétique. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que le consommateur, il évolue vers deux notions. Une notion de consomme-acteur, je deviens acteur de ma consommation. Et quelque part, il y a des outils qui l'aident à faire ça, notamment le compteur communicant ou autre. Et puis, il devient également prosumer, comme disent les Anglais, c'est-à-dire qu'il est à la fois producteur de son énergie, de son électricité, et puis il en est consommateur, il optimise tout ça. Donc ça, c'est un nouveau rôle qui est apparu depuis maintenant une petite dizaine d'années, mais qui se renforce véritablement avec l'acuité et cette urgence climatique. Je vais juste rappeler pour mémoire que du temps de Barack Obama, il y avait un plan américain qui s'appelait l'ARAC, le Recovery Act, dans lequel les Américains avaient déjà lancé cette notion de nouveau rôle du consommateur dans la société. Alors, ils ne sont pas vraiment vertueux en la matière, nous le sommes largement plus, mais en tout cas, c'était déjà une vision historique. Alors, les réseaux des smart grids, quand on parle de réseaux smart grid, de quoi parle-t-on historiquement, et là aussi, pour revenir il y a une petite dizaine d'années, les smart grids, c'était les réseaux électriques intelligents. Et en fait, c'est quoi le réseau électrique intelligent? C'est un réseau qui fait le mariage entre le réseau électrique classique, avec des électrons qui circulent sur des lignes électriques, et puis les nouvelles technologies de l'information et des communications, et en particulier deux que je signale, qui est l'Internet des objets, donc l'IoT. Les objets deviennent intelligents, ils sont interconnectés, ils deviennent intelligents, et puis l'intelligence artificielle qui permet de gérer des nouvelles complexités et des nouvelles règles de fonctionnement. Aujourd'hui, la tendance dans le monde de l'énergie, c'est d'élargir les smart grids avec ce qu'on appelle les NSE, les nouveaux systèmes énergétiques, et dans lesquels on va intégrer plusieurs dimensions, les réseaux de chaleur, dont je les ai cités tout à l'heure, les énergies qui sont à base d'énergie renouvelable et de récupération, le pilotage de la décroissance du gaz naturel en tant que gaz fossile, et puis l'émergence du vecteur hydrogène, qui est un sujet là aussi tendance dont on parle assez régulièrement, je pense, dans les différents pôles de compétitivité. Donc en gros, quelques caractéristiques des réseaux intelligents, dans la nouvelle forme, telle que je viens de la décrire. Ils apportent des flexibilités nouvelles, les systèmes deviennent plus digitaux, décentralisés, décarbonés. Donc pour gérer cette complexité, on a besoin de flexibilité nouvelle. En particulier, il y a un driver qui est important, qui est celui des véhicules électriques, qui à travers le véhicule électrique raccordé sur le réseau, ce qu'on appelle le véhicule to grid, et qui non seulement va être un soutireur d'énergie, mais va être aussi un stockeur d'électricité. On a une nouvelle valeur qui existe en termes de flexibilité sur le réseau et qui, on le verra après,
permet de mieux intégrer les énergies renouvelables. Dans les flexibilités nouvelles, effectivement, il y a une production d'énergie renouvelable locale, et puis la fonction stockage, comment stocker l'électricité. Même si on dit que l'électricité ne se stocke pas, elle se met quand même dans des batteries, on arrive à la stocker. Donc flexibilité, ça c'est une caractéristique importante. Deuxièmement, c'est favoriser l'intégration des énergies renouvelables intermittentes. On pense aux photovoltaïques, à l'éolien, qui vont bénéficier demain de ces capacités de stockage un peu diffuses dans ces réseaux délocalisés, dans ces réseaux décentralisés. Et puis la troisième dimension est importante, c'est dans un monde qui change, dans un changement de paradigme, j'ai dit tout à l'heure, comme on passe du paradigme centralisé vers le paradigme décentralisé, l'avènement du digital, l'avènement du décarboné, comment tout ça est réoptimisé. Et clairement, cette fonction-là est importante parce que dans un premier temps, on va vers une désoptimisation et donc il faut qu'on retrouve très rapidement une optimisation économique. Alors, un petit dessin vaut mieux que long discours. Donc, pour résumer finalement ce que je viens de dire sur les réseaux énergétiques intelligents, c'est vrai que dans un réseau électrique français qui est déjà décarboné, du fait de la présence de production nucléaire et d'énergie renouvelable importante, la question de la décarbonation, c'est vraiment la question des usages. Et les smart grids sont sans aucun doute un moyen d'optimisation entre ces usages, des productions décentralisées et des réseaux énergétiques au pluriel qui vont exister autour. Donc c'est ce qu'on voit là au centre, ça c'est le réseau énergétique intelligent, alors d'aujourd'hui et de demain, qui permet finalement de favoriser l'intégration des énergies renouvelables centralisées. Alors de quoi parle-t-on là-dedans? C'est effectivement les grandes centrales de production, qu'elles soient éoliennes ou photovoltaïques, mais qui pâtissent entre guillemets de cette question de l'intermittence. Donc il y a des nouveaux systèmes de flexibilité qu'il faut imaginer. Intégration meilleure des énergies renouvelables décentralisées, donc c'est ce qu'on appellera plus traditionnellement l'autoconsommation. Donc mieux piloter cette autoconsommation à maille d'un bâtiment, d'un petit quartier, et avec une dimension stockage évidemment importante. Clairement, on le voit sur le côté gauche, les usages. Donc travailler effectivement sur les usages qui vont être mieux et qui doivent être mieux intégrés dans cette gestion intelligente des flux d'énergie, qui sont devenus au passage souvent bidirectionnels. Je prends de l'énergie ou de l'électricité et j'en renvoie également d'une certaine forme sur ces réseaux. La dimension importante qui est celle de l'optimisation et de la flexibilité des réseaux. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a un outil qui est apparu qu'on appelle Linky, le compteur communicant, qui vraiment nous a permis de changer de monde. Grâce à cet outil, c'est vrai que les réseaux sont devenus multidirectionnels, intelligents, permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, et notamment de mieux gérer d'un côté les consommations, de mieux gérer de l'autre côté les productions d'énergie renouvelable décentralisées. Et tout ça étant avec bien sûr une équation économique. Il s'agit qu'à l'arrivée, ça ne coûte pas plus cher pour le client, pour la société, pour les investisseurs. Donc clairement, une question d'optimisation qui est adressée dans ces réseaux intelligents. Voilà. J'espère que j'ai tenu le temps. Merci beaucoup Jean-Michel. Donc pour cette introduction, j'ai oublié, mais je crois que tout le monde le sait, que tu es le délégué régional d'EDF pour le Grand Est. Je ne l'ai pas dit dans l'introduction, donc je me rattrape.